C'était un beau clap. Et bon, quelqu'un qui aime pas les mouvements sociaux, qu'est-ce qu'il va te faire comme sujet pareil sur les manifs ? Comment il va... Putain, il suffit de voir comment Salamé et Demorand ont pu engueuler Philippe Martinez. Tu connais Philippe, t'as pas envie de l'engueuler normalement. Je pense que les hyper riches sont dangereux fondamentalement. Leur existence est dangereuse. On devrait pas avoir de Xavier Niel. On devrait pas avoir de Bernard Arnault. Ça, je suis d'accord. Et ces gens-là sont un danger. Il va falloir choisir entre avoir des hyper riches ou avoir la démocratie. Salut, moi c'est Pauline. Tu écoutes Polykit, le podcast qui te donne les clés pour comprendre le monde et le changer. Avec mon équipe, on s'est donné un objectif, déconstruire le sentiment d'impuissance en rendant la politique et le militantisme accessibles, concrets et enthousiasmants. Dans chaque épisode, je tends le micro à des personnes que je trouve inspirantes et dont je suis sûre qu'elles vont t'inspirer aussi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Usul. Bienvenue. Bonjour, merci. Si on tape ton nom sur Google, Usul, tu es chroniqueur français vidéaste web. C'est particulier parce que pour certaines personnes, t'es vraiment une star absolue. Donc il y a des gens, ils vont dire « Ah, Usul, trop bien !» Même quand on se balade avec toi dans la rue, il y a tout le temps des gens qui t'arrêtent ou qui disent « J'adore ce que vous faites, etc. » Mais pour d'autres personnes, par exemple mes parents, quand j'ai dit « Ah bah, je vais recevoir Usul sur mon canapé », pas la même réaction, moins d'enthousiasme. Ouais. Alors, est-ce que ça te paraît correct si je dis que t'es une star de la gauche de la gauche entre 25 et 35 ans qui s'informe grâce aux médias indépendants sur Internet? Comment tu te présenterais, toi? Plutôt journaliste, critique média, vidéaste? Une star, ça fait chier, tu fais pas ça pour être une star de la gauche. Star de la gauche, ça fait ridicule en plus. Mais non, je suis... si on était descriptif, oui, je suis vidéaste, donc je suis un peu un influenceur, un journaliste. Oui, de toute façon, je fais un travail de journaliste et d'animateur un peu à gauche de... voilà, des fois j'ai des invités, des fois je suis à backseat, des fois je donne mon avis, des fois je fais des vidéos, des fois je fais des trucs plus construits et plus longs, mais j'essaie de faire vivre. Je suis un animateur de la gauche, on peut dire ça j'essaie d'être un animateur en tout cas du côté idée, débat. Quand les événements m'arrivent dans la gueule, qu'il se passe des choses, je me dis faut que j'aide les gens à comprendre un petit peu ce qui se passe, machin. Je sens qu'il y a un rôle, tu vois, et là où c'est intéressant, c'est que je suis pas dans un parti politique précis, donc je peux dire les choses un peu comme je le sens. Et je suis dans un média indépendant, ça c'est merveilleux, où je peux parler un peu de ce que je veux et assez librement. Donc ça, c'est une position qui est quand même assez unique par rapport à juste des journalistes qui très juste. J'ai une grande liberté en fait dans ce que je veux faire et ce que je choisis de faire. Okay. Donc c'est vrai que c'est une position un peu spéciale. Mais du coup, plus journaliste que star, quoi. Oh, star, ouais, non. Ça tombe bien parce que tu dis, toi, ton but, c'est un peu d'essayer d'aider les gens à comprendre un peu ce qui se passe. Et le but de ce podcast, c'est d'aider les gens à comprendre. Bon, le monde, c'est un vaste programme, mais d'aider un peu plus à comprendre et leur donner envie de s'engager. Et donc avec toi, on va voir d'abord un peu ton processus de politisation. Pas forcément parce que ça va faire écho à ce qu'ils font, mais à ce qu'ils sont, mais pour qu'ils comprennent un peu comment des gens arrivent à devenir des acteurs de la gauche, des animateurs de cette partie. C'est pas mal animateur, je l'ai dit ça au fil de l'eau. Oui, c'est pas mal animateur, des animateurs de la gauche. Voilà. Ensuite, dans une deuxième partie, on va faire ton travail un peu de vulgarisation de la politique, comment on est arrivé à faire ça et en quoi ça consiste. Et dans une troisième partie, on va plutôt parler des médias et de comment on peut faire à gauche pour s'informer aujourd'hui face à des médias dominés par les grandes puissances, mais aussi des médias indépendants qui sont pas si indépendants. Mais ça, ce sera pour la fin. Première partie, Petit Usul et politisation. J'aime beaucoup ce titre. On va commencer par ta vie. T'as grandi où, avec qui? Et la question des journalistes classiques, c'est toujours est-ce que tes parents ils parlaient politique à la maison? Non, évidemment. Non, mon père était ouvrier, ma mère était secrétaire dans le social. C'était en Normandie, tout ça. Donc, secrétaire, elle tapait les rapports et elle faisait l'accueil au centre social du Conseil général de l'Eure, à Val-de-Reuil. Et donc, du coup, ça, c'est de gauche, plutôt comme sensibilité, quand même, d'être directement dans le social et fonctionnaire de catégorie C. Et mon père était ouvrier à l'usine. Voilà, donc là, pour le coup... comment tu veux être de droite quand de toute façon tu as été éduqué aussi dans ce milieu-là. Ça votait à gauche gentiment, mais comme la classe ouvrière votait à gauche, comme les fonctionnaires votaient à gauche. Parce que c'était dans quelles années que t'es né à peu près? Sans dire ton âge forcément. Je suis né en 85. Ok, à l'époque où les ouvriers votaient de gauche. Mais oui. Et puis à l'époque où les ouvriers votaient aussi. Puis il y a eu quand même après un gros plan social aussi dans son usine et tout. Donc tout ce qui est les délocalisations, tu sais les trucs à la Ruffin là, les ouvriers. Oui, ça typiquement c'est arrivé à mon père, General Motors qui arrive, qui rachète l'usine. C'était une usine de quoi? D'amortisseurs, qui garde le carnet de commandes et qui délocalise l'usine, je sais plus, en Bulgarie ou je sais pas quoi, tu vois. Il était syndiqué ton père? Et il a fini par le devenir parce qu'en fait c'est quand la merde arrive que tu te syndiques.
Et en plus, vu qu'ils faisaient des charrettes successives, ils viraient en dernier normalement les syndicalistes, donc ça permettait de rester plus longtemps aussi en emploi. Mais à ce moment-là, mon père, en fait, il s'est engagé en politique une fois au pied du mur, c'est-à-dire dans la lutte. Okay. C'est la lutte qui a foutu mon père dans la politique, et il a rencontré les seuls qui étaient avec les ouvriers à ce moment-là, parce qu'on était sous la gauche plurielle. Donc ça veut dire que les communistes, les socialistes, ils sont au gouvernement. Lionel Jospin, il vient d'expliquer à Claude Sérillon qu'il ne fallait pas attendre tout de l'État, dans le dossier Michelin par exemple. Et donc, fatalement, du coup, les seuls qui étaient là, c'était la Ligue communiste révolutionnaire, donc l'ancêtre du NPA. Et c'était eux qui étaient avec les ouvriers. Le député, il était PS, même les communistes étaient au gouvernement, donc il y a que la gauche vraiment radicale qui était là. Et c'est comme ça que j'ai côtoyé les premiers militants politiques. Parce que t'avais quel âge, toi ? À ce moment-là, j'avais 12, 13, 14 ans. Je voyais ça de loin, je voyais mon père commencer à aller à ces réunions. Et puis des fois, vu qu'en fait personne n'a de pognon, il n'y a pas de locaux, donc les réunions c'était se passent chez toi. Une fois chez l'un, une fois chez l'autre, exactement. Donc du coup, là, j'ai vu des militants de près. Et au bout d'un moment, ces militants-là, ils m'ont dit, donc là, je devais avoir 14 ans. Ça t'intéresse pas, toi, la politique ? J'ai dit, évidemment que si. Mais je commence par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut lire et tout. T'inquiète pas, on sait. Ils m'ont filé salaire, prix, profit de Marx, qui explique la plus-value. Est-ce que ça peut être une référence que les gens pourraient lire ? Ça a été écrit, et pensé comme un truc à destination des ouvriers, comme la vulgarisation du travail de Marx sur qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que le capital, machin, expliqué simplement à destination des ouvriers. Donc ça a été pensé comme ça. Et toi, tu l'as lu et tu t'es dit, ça y est, je suis marxiste. Ah ouais. Ah, mais on se fait baiser. De fou. Ça veut dire les bourgeois, là. Mais oui, c'est vrai. S'ils nous emploient, c'est qu'on leur rapporte plus que qu'on leur coûte. Sinon, ils nous emploieraient pas. Et ils ont besoin de nous. Et pour nous baiser, en fait. Alors que s'il n'y avait pas le capital à payer tout le temps, là, on pourrait faire le même travail, mais autrement. Et ce serait le communisme. Voilà, et tu comprends ça à 14 ans, tu fais ah oui d'accord, je vois mieux. Puis surtout quand en plus t'as ton père qui se fait virer de l'usine au même moment, et que t'as ta mère qui travaille avec tous les plus pauvres du département, fatalement ça aide, ça fait un terreau favorable. Voilà. Ok. Et petit, toi tu disais que tu voulais faire quoi ? Donc petit, ça peut être vers tes 12-13 ans ou quand tu commences à devenir... t'es à la Ligue communiste révolutionnaire, tu te disais après je veux faire quoi ? C'était quoi ton plan de carrière si t'en avais un ? Moi j'étais un peu artiste, j'aurais bien aimé être, je faisais beaucoup de dessins, je sais pas, être dessinateur, je suis parti en art plastique après tout ça, et ou être prof, ou je me destinais au métier de la petite bourgeoisie intellectuelle. Être prof, ça aurait été une ascension sociale par rapport à mes parents en fait, déjà rien que prof. Parce que mon père n'a pas fait d'études supérieures, ma mère mon père n'a pas le bac et ma mère a juste le bac. Donc même les études supérieures c'était déjà plus que mes parents. Donc prof ça aurait été satisfaisant. Et qu'est-ce qui fait que finalement à un moment tu bifurques et tu lâches tes études d'art que tu avais commencé ? Il y a pas mal de gens, quand on cherche Usul, tu as vraiment Usul la politique, et ce qui sort tout le temps, il y a 3615 Usul. Je pense qu'il faut que tu nous parles de ce moment 3615 Usul pour les gens comme moi qui suivent Usul la politique, Usul Blast, et qui pour eux ont une zone de flou sur tous les gens qui te voient comme une star, désolé, mais de 3615 Usul. En fait, avant de démarrer les vidéos sur internet, déjà je rate mes études et tout. On est d'accord. Ça, c'est pas écrit sur ta page Wikipédia. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de diplôme du supérieur, de toute façon. Il n'y a pas écrit études ratées, il y a juste écrit il se consacre à ses vidéos. Ah c'est faux, c'est pas ça. Je me suis consacré au travail en fait pendant. À partir du moment où je rate mes études jusqu'au moment où je commence à vivre de mes vidéos, en fait, il y a des années, 6, 7, 8 ans de toute façon depuis mes 18 ans, je fais que travailler. J'ai toujours travaillé. Je sais pas ne pas travailler, j'ai tout fait. J'ai fait 2 ans de McDo, j'ai fait télémarketing ici à quelques rues. J'ai travaillé j'ai travaillé en intérim, j'ai travaillé en manutention, j'ai travaillé en tout quoi. Donc et après les vidéos. Et du coup après tous ces multiples tafs, 3615 Usul, comment ça arrive et pourquoi ce succès énorme aussi qui fait que encore, dans un petit monde en tout cas, mais qui fait qu'il y a encore des gens qui en parlent. On m'en a parlé hier. Il y a un gars qui me dit 3615 Usul, c'était fou. Je fais mais t'avais 10 ans gros. Et il me dit oui. Oh putain, c'est vrai. C'était il y a 10 ans quoi.
Et non, c'est parce que c'était une émission sur le jeu vidéo qui avait un petit ton un petit peu décalé. Il y avait un peu des sketchs, des chansons, des blagues. Voilà, et c'était tous les dimanches, il y avait un côté un petit peu rituel et les gens c'était devenu un peu leur... Et puis c'était le début des vidéos sur internet aussi. C'est au moment où Lena Situation et C'est d'autres avant commencent Lena à faire des Situation. vidéos YouTube. Ah non, c'est encore avant. Avant, c'est... Ah ouais, Judith me fait les gros yeux pour me dire mais il est beaucoup plus vieux que ça. Mais oui, non, c'est l'époque Norman, Cyprien... C'est en même temps, non? Non, c'est avant. Là, ok. enfin, moi, en tout cas... Pour moi, tous les youtubeurs, ils ont tous commencé ensemble. Et si tu commençais à ce moment-là, aujourd'hui, t'étais millionnaire. Si t'avais pas commencé à ce moment-là, ou bon, t'es non, gauchiste, regarde, sinon... Thibaut InShape, il est arrivé après, il est millionnaire. Hein. Ok, ouais. Donc, ouais, non, moi, j'ai publié ma première vidéo sur Dailymotion en 2008 ou 2009. Ok. Et 3615 Jules, ça devait être en 2011. Ok. Voilà. Donc, oui, je suis un ancien. Et comment tu te retrouves à donc commencer en faisant des vidéos, des vidéos jeux vidéo qui sont pas particulièrement politisées. Enfin, c'est plus pour la vidéo que pour. Si, en fait. Un peu. Ok. Du coup, tu peux nous expliquer le lien de tu commences jeux vidéo et puis tu arrives à faire des portraits, enfin des vidéos sur le salaire à vie. Les profs sont-ils de gauche? Des portraits sur René Dumont ou Alain Krivine. Enfin, comment ce chemin se fait en commençant par jeux vidéo et après, bam, Mediapart. Dans le jeu vidéo, j'avais déjà, en gros, je parlais déjà de Bourdieu, par exemple, pour parler des goûts en matière de jeux vidéo. Tu vois, j'expliquais déjà que ceux qui vont snobber Call of Duty, machin, FIFA, par rapport à des jeux indés, je sais pas quoi, et j'expliquais la distinction aussi avec ça, où j'avais fait un remake de Germinal, mais avec les développeurs qui se faisaient recruter et qui se faisaient virer, qui essayaient de faire grève et qui se... Et dans la vidéo, j'appelais à la création d'un syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Ok. Donc, tu vois, et c'est ça qui marchait dans le public non, jeu c'était vidéo. les blagues. Je pense que Ok. c'était les blagues qui marchaient, mais il y a des gens qui disaient ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu le jeu vidéo comme ça non plus. Ok. Voilà. Et puis au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé parce que les jeux vidéo c'était devenu un peu une limite. Moi, ce qui en effet commençait qui moi me mobilisait, et moi ma passion, c'est beaucoup plus la politique, suivre l'actualité, lire l'actualité en permanence. Et le soir, quand on avait fini le tournage, moi je parlais de politique, je parlais pas encore de jeux vidéo. C'est pas le jeu vidéo, c'est pour me détendre l'après-midi, mais ça me faisait chier. Je me retrouvais à jouer aux jeux vidéo pour faire mes devoirs, quoi, pour être sûr d'avoir bien joué au dernier jeu, parce que sinon, elle me cassait les couilles. et voilà, alors que la politique, j'ai pas besoin de me forcer. Ok. Donc je me suis dit en fait il faut que je fasse ça et donc là j'avais fait 2 ans de 3615. Donc 3615 c'était la première fois que j'avais une émission, j'étais payé. Okay. Donc là j'ai lâché mon taf, j'ai quitté Boulogne-Billancourt, je suis parti en Bretagne et je suis parti en Bretagne. Ouais mais ici c'était trop cher de toute façon. À qui le dis-tu? Et voilà, et je suis parti et donc je me suis consacré à ça, j'étais payé pour la première fois et en 2 ans j'ai appris énormément. En montage, en écriture, en narration, en réalisation, j'avais des notions de rien. Moi, j'ai pas été formé en audiovisuel, donc là, j'ai dû tout apprendre un peu en accéléré, en faisant. Apprendre à monter, il a fallu qu'on me dise tiens, prends plutôt ce logiciel, que des gens qui eux avaient fait un BTS audiovisuel me forment aussi un petit peu, et ça s'est fait. J'ai agrégé au fur et à mesure aussi assez de confiance derrière pour dire allez, maintenant. Si je prends tout ce que je sais faire maintenant, je pense que ça peut faire un truc bien si je fais ça pour de la politique. Okay. Et j'en arrive à faire un truc où je me dis, bon, très bien, maintenant, je vais utiliser plutôt ça pour tout ce que je sais faire, tout ce que je sais, je voudrais déjà pouvoir le transmettre. Okay. Parce que moi, pendant toutes ces années, mon éveil politique, il a été constant. Et successif. C'est-à-dire que je suis très autodidacte en fait, et donc j'ai pas arrêté de lire, je suivais l'actualité intellectuelle de mon époque, j'étais branché sur France Culture tout le temps, à écouter tous les débats. Non mais tu vois, c'était tout en faisant mon boulot de prolo la journée, j'étais un intello et donc je me formais tous les jours. Et au bout d'un moment, je me dis bon, ça faut que ça serve quoi, faut que j'arrive à expliquer. Là voilà, par exemple, j'ai lu Lordon, j'ai trouvé ça génial. Faut que je fasse découvrir aux gens Lordon. Mais attends, il va falloir quand même que je leur explique plein de trucs pour pouvoir leur parler de Lordon. mais ça peut se faire parce que moi, je vois ce que ça m'a apporté. Comme si je dois expliquer Bourdieu, expliquer Marx, je vois ce que ça m'a apporté à moi qui en plus, suis allé chercher ce savoir-là de moi-même parce qu'il m'apportait quelque chose. Donc je vois ce que ça m'a apporté, donc je vois ce que ça peut apporter aux gens et je vois comment les y conduire. En disant bon, vous voyez, on a un peu des idées reçues et je connais les idées reçues en fait que les gens ont parce que souvent je les avais avant que ce soit un peu, ça s'affine un petit peu, voire que en fait je pensais des trucs idiots quoi. Mais je vois le chemin qu'il faut faire parce que je l'ai fait moi-même et je l'ai fait tout seul et ça m'a pris un temps fou. Bon bah si je peux vous faire gagner un peu de temps, voilà, on va le faire. Et je me suis dit c'est évident qu'il faut faire ça. C'est évident parce que à ce moment-là, je voyais les autres gars qui regardaient des vidéos de Soral et tout, qui commençaient à percer. Et je me dis, mais la gauche, on n'est pas sur Internet, il n'y a rien.
Pourquoi moi je regarde des conférences obscures de merde, mal captées en 360p, ou alors j'écoute des émissions de France Culture, machin, mais là les gens, ils sont en train de regarder des trucs sur internet. Il y a Étienne Chouard qui commence à percer, et ils regardent des trucs là. Il y en a qui vont partir dans le complotisme et tout. Et je me dis, putain, il n'y a pas d'offre qui soit du niveau de, je sais pas, de moi ce que je lis dans le Monde Diplo, ou de, voilà, en plus accessible, en plus cool. Mais il n'y a qu'à la faire, l'offre, en fait. Il n'y a qu'à se lancer, quoi. Et comment tu fais pour te lancer en disant, bah tiens, moi je vais le vulgariser? Comment tu passes le pas parce que c'est pas forcément facile. Là, par exemple, nous, on s'est dit, il faut un podcast pour occuper aussi l'espace de l'espace politique, de comment on s'engage et un peu de prendre la main des gens pour les aider à s'engager. Mais en fait, ça prend du temps de se lancer, de trouver des gens, de se dire que ça va marcher. Comment tu fais, toi, pour... Moi, j'avais déjà un public, déjà. C'est quand même pratique. Que t'étais sûr de pas perdre? Oh non, j'étais pas du tout sûr de pas perdre, parce qu'il y en avait qui préféraient quand je parlais pas de politique, les fachos. Les gens d'extrême droite, il y en avait qui aimaient bien quand je faisais des blagues sur les jeux vidéo, et dès que j'ai parlé de politique, oh putain, je suis déçu. Ça, tu m'as déçu. Et je m'en foutais, parce que c'est pas grave. Moi, j'ai même plutôt gagné des gens au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un pilote, et j'ai dit, et j'ai fait un truc sur BHL. En disant on peut faire une critique de BHL qui soit pas un truc antisémite en fait, ni complotiste, ce qui permettait déjà de poser des bases. Pour qui il faut dire qui c'est BHL? Bernard-Henri Lévy, oui. Non, quand même BHL, les gens connaissent plus BHL. On peut prendre le pari qu'il y a des gens qui... Ah ouais. Je sais pas. C'était un intellectuel ce qui est arrivé dans les années 70-80, l'intellectuel médiatique par excellence, le mec à chemise ouverte, machin, qui est un anticommuniste. Ouais, le playboy de mes deux, quoi. Ouais. C'est le mec d'Ariel Dombal, quoi. Voilà. Grand voyageur devant l'éternel et grand défenseur de la liberté, des Américains surtout. Voilà, une espèce de conservateur. Enfin bon, voilà, BHL, anticommuniste, évidemment. Et le prototype vraiment de l'intellectuel médiatique qui commence à percer grâce à la télé, qui tient grâce à ses réseaux et qui vend pas tellement, en fait. Comme là en ce moment Louis Sarkozy et compagnie qui ont tous sorti des bouquins qui vendent pas du tout mais qui font la tournée de tous les plateaux, quoi. Ouais, mais les bouquins de BHL, tu regardes les ventes et je me souviens quand j'ai fait cette vidéo sur BHL, après, je sais pas si c'est encore le cas, mais après c'était sur sa page Wikipédia, quoi. Sur sa page Wikipédia, il y avait dans sa vidéo, mes chers contemporains, Usul l'accuse de je sais pas quoi. Je me suis dit, tiens, ça lui a pourri sa page Wikipédia aussi, quoi. C'était cool. Et j'ai dit, si vous aimez bien ça, je fais un financement participatif. Aidez-moi à financer les prochains. Et comme ça, je vais vivre de ça. Je vais continuer ça. Et j'en ai fait une douzaine. Je crois. Et ça a marché direct. Ah ouais. Très bien. Et alors, ma question d'après, avant de passer à la deuxième partie, toi, t'as pas de formation politique à la base, t'as pas une formation genre... Ça dépend ce qu'on appelle une formation. Quand les mecs de la LCR, ils me font lire des livres... Exactement, mais c'était la suite de ma question. C'est parce que, en gros, il y a beaucoup de gens, le monde politique, un peu politique institutionnel, la télé, ou les gens qui font de la politique, souvent t'as l'impression que quand ils parlent, c'est pas pour t'expliquer des choses, c'est pour te faire comprendre que t'es trop bête pour comprendre, et que c'est un truc de grande personne, qu'ils ont fait les bonnes écoles, qu'ils ont fait Sciences Po, l'ENA, etc. Donc eux, ils savent de quoi ils parlent. Et toi, t'as pas fait de formation classique comme ça, mais après, effectivement, moi je dis, on peut considérer que passer par la LCR, c'est quand même une formation, ou passer par le Parti communiste, enfin les partis ont cette fonction de formation, normalement. Ouais, tous ne forment pas beaucoup, mais oui. Oui. Hein, tu t'en sais quelque chose chez les Verts? T'es en train de dire que je suis pas formée? Ça forme pas de ouf chez les Verts, arrête. Bah oui, mais c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire, de produire, tu vois, de faire des trucs pour former les gens. Mais effectivement, ça forme pas comme le Parti communiste à la grande époque qui, permettait aux ouvriers de se sentir légitimes à avoir une critique politique du monde. Mais du coup, ma question, c'était aussi comment... est-ce que juste la formation par la LCR, ça t'a permis de te sentir légitime, ou peut-être tu t'es jamais senti pas légitime, mais comment t'as fait pour te dire ok, moi je sais aussi bien que BHL, ou peut-être même je sais mieux que lui, et lui ce qu'il dit c'est de la merde. Comment tu fais après quand tu deviens vraiment vulgarisateur politique pour te sentir aussi intelligent, ou en tout cas légitime à dire que ces gens sont à côté de la plaque? Évidemment, je suis parti bourré de complexes. T'imagines, le bac pas plus, je me retrouve en effet avec des gens qui font Sciences Po ou machin. Maintenant, je traîne même avec des gens qui sont docteurs en sciences politiques, machin. Bon, je suis parti avec énormément de complexes. Je viens de milieux populaires. Chez moi, il n'y avait pas des bibliothèques et machin. J'ai du coup tout conquérir avec les dents. Mais j'ai été aidé en ça par des choses merveilleuses. Le militantisme, en effet, qui me fout des bouquins sur la route. Des rencontres aussi.
Parce que c'est avant tout des rencontres. Non, c'est vrai. Non, bah... Je me suis demandé si c'était fait exprès quand tu des rencontres possibles. Non, mais c'est vrai. Une meuf, voilà, j'avais 16 ans et c'est elle qui me fait découvrir Bourdieu. Et puis ensuite, le prof de philo en terminale qui dit vous devriez écouter France Culture. Et je me mets à écouter France Culture, je n'écoute plus que France Culture qui m'ouvre une... Et là j'ai envie de dire bravo le service public. Tu vois, le France Culture comme espèce d'université populaire permanente, moi m'a ouvert sur des mondes et m'a même amené aussi à mieux parler. Parce que quand tu écoutes un langage comme ça tout le temps soutenu et un télo et tout, tu vois quelles formules sont élégantes, qu'est-ce qu'il faut plus faire, machin, parce que tu parles comme ce que t'écoutes, quoi. Dis-je en bafouillant comme une grosse merde. Mais du coup c'est intéressant parce que t'as cité Bourdieu, ouais. Et Judith à côté qui a très bien fait son travail de fouiller toute ta vie a remarqué que dans une interview tu te définis comme marxiste bourdieusien. Parce qu'il faut bien se définir. Ok, non mais parce que on trouvait ça toutes les deux intéressantes comme comme manière de se définir. Est-ce que tu pourrais définir en quelques mots pour les gens pour qui ça paraît juste, tu sais, comme des mots comme ça, comme islamo-gauchiste ou je sais pas quoi, ça leur paraît un peu flou. Qu'est-ce que t'entends par marxiste bourdieusien ? Faut définir marxiste et bourdieusien parce que c'est vrai que Bourdieu à son époque il s'inscrit aussi un peu contre les marxistes, donc c'est pour ça que ça fait peut-être un peu bizarre, les marxistes qui avaient les marxistes du parti communiste qui avaient une vision un peu mécaniste des choses, aujourd'hui on dirait un peu class first, tu vois, et Bourdieu lui il est dans un travail plus fin sur d'autres dynamiques. Il n'y a pas que les... Et en plus Bourdieu est un social-démocrate. Bourdieu est très enthousiasmé par le mouvement européen. Il voudrait qu'il y ait un mouvement social européen. Il est très critique c'est un observateur fin de son époque, mais pour autant, c'est pas un révolutionnaire, Bourdieu. Mais bon, Donc c'est un oxymore ou c'est un truc non, qui se complète ? moi, c'est mon regard. C'est-à-dire, j'ai le truc marxiste de je crois à la lutte des classes. Je crois qu'il n'y a pas d'équilibre, que tout n'est que justement déséquilibre, crise et contradiction à dépasser. La société est toujours travaillée par quelque chose et il va falloir le régler à un moment. Et là, on le voit bien, là, ça fait 30 ans qu'il y a un truc en gestation qui n'est pas réglé. Et ça empire et on voit la tumeur fasciste qui grossit à côté parce qu'on n'a rien réglé. Et il va falloir résoudre les contradictions dans lesquelles on est. Bon, ça, c'est le truc marxiste qui te dit l'histoire est toujours en route. Et l'histoire, c'est le produit quand même d'une lutte et de conflits. Et le côté Bourdieu, c'est le côté... après, c'est le regard un peu là, plus terre-à-terre, pas terre-à-terre, sur le monde social, moi, ça a nourri la manière dont, je pensais les rapports de domination, même interpersonnels aussi, ou moi-même, mon rapport aux institutions, mon rapport au capital scolaire aussi. Tu vois, en fait, moi-même, en lisant Bourdieu à cette époque-là, j'ai réussi un petit peu à... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bourdieu écrit, c'est ça qui est fort. Il y en a beaucoup qui disent que Bourdieu, en fait, il écrit... c'est fataliste ce qu'il écrit. Il dit, il y a de la reproduction sociale, donc du coup, il y a de la reproduction sociale. Il dit... C'est pas fataliste, en effet, c'est déterministe. C'est-à-dire que oui, si tu viens de milieu populaire, tu as de plus grandes chances de te vautrer, voire de mourir jeune, et de pas avoir de diplôme, c'est sûr. Mais il y en a où c'est pas le cas, il y en a où il y a quand même c'est des statistiques, donc ça veut pas dire pour tout le monde, donc c'est pas une fatalité. Et Bourdieu écrit aussi pour que les gens qui sont pris dans ces mécaniques de détermination les voient. Parce que à un moment, tu fais aussi des choix qui sont pas informés. Et c'est précisément parce que t'es pas informé que tu fais ce genre de choix. Et plus t'es informé sur le monde social, plus tu peux développer une forme tu t'extrais jamais complètement. Hein. C'est-à-dire que la violence symbolique, tu vas quand même la recevoir, la ressentir et pas arriver à faire abstraction de ça. Les complexes, les machins, te sentir une merde. Moi, je le vois. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des bourgeois là que j'ai vus en ville. Je les déteste. Doucement, c'est mes électeurs quand même. Oui, bah toi, oui. Mais que ce soit la vieille dame avec son foulard ou les gamins avec leurs cheveux là dans le vent, là, les petits cons de lycée. Non mais vraiment. Oui, non mais les blonds là. Et je me disais mais à la fois je les déteste et je les envie. J'aimerais avoir cette vie de con, cette innocence et ce pouvoir qu'ils ont déjà, mais qu'ils vont avoir, en fait, qu'ils savent déjà qu'ils ont. Là où moi je viens de classes dans lesquelles on sait qu'on est impuissant. On sait qu'on va pas y arriver. On sait que les choses sont trop belles pour nous. Alors eux, rien n'est trop beau pour eux, et je le voyais dans leurs yeux. Tu vois.
que rien n'était trop beau pour eux. Et ils sont juste demandé qui est cette personne qui arrive et qui nous regarde comme ça super mal à la sortie du métro. Et voilà, et donc moi c'est ça qui me reste mais une fois que tu le sais que c'est pour ça que tu ressens ça, quoi. T'arrives à... Alors c'est pas pour autant que tu vas pas continuer à te dire, moi je vis toujours comme un prolo. J'ai toujours des habitudes qu'ont mes amis bourgeois que j'ai pas. Et des trucs vos idées là de partir en voyage ou je sais pas quoi, chez nous on voyageait pas, donc moi je voyage pas en fait. J'ai même pas l'idée. C'est toujours les gens qui ont pas à l'étranger. Mon père a jamais pris l'avion, enfin ma mère non plus d'ailleurs. Donc prendre l'avion, aller au ski, des trucs, aller au ski, j'ai fait ça pour la première fois il y a 3 ans. Okay. J'ai détesté, plus jamais j'y retourne, c'est de la merde, pourquoi vous faites ça coûte un pognon fou, c'est dangereux. Bon, il y a plein de trucs où c'est indépassable. Pour autant, je pense que j'ai quand même bien manœuvré au niveau de mes choix. De mes déplacements stratégiques dans l'espace social, on va dire comme ça. J'ai pas fait que des choix cons, et ça doit beaucoup à ce que j'ai lu chez Bourdieu, je pense. D'avoir osé, et puis d'avoir identifié aussi l'espèce de mal-être aussi, ou de trucs où tu te dis en fait qu'est-ce que j'ai de différent, mais pourquoi je suis mal à l'aise au milieu d'eux, et puis de toute façon. Les petits cons de Sciences Po, tu vois. J'ai pas fait Sciences Po. Non mais le prenez pas pour vous ce que je dis, hein. Même si vous êtes à Sciences Po, vous avez les cheveux et c'était vous tout à l'heure que j'ai vu, mais c'est pas vous le problème, c'est lisez Bourdieu, mais un peu quand même. Et j'ai été face à des gens qui avaient fait Sciences Po, et quand j'étais tu sais, t'imagines, moi je rate mes études et tout, et c'est quand même ces gens-là que je vais trouver en soirée ou je sais pas quoi pour parler de politique de temps en temps, et je me sens quand même déjà un petit peu merdeux, un petit peu méprisé. Eux, je vois qu'ils ont au contraire de l'assurance, qu'ils se prennent pas pour de la merde. Et donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je redouble je me dis, ok, le problème c'est le capital culturel, je vais bosser le capital culturel. J'ai pris le programme de Sciences Po et j'ai lu des bouquins qui étaient au programme de Sciences Po de l'année. Tu vois, c'est sur les institutions de la 5ème République, c'est pas grave, j'ai travaillé de mon côté. Et maintenant que je discute derrière avec des gens qui ont fait des études, je m'aperçois que la plupart, ils ont oublié la plupart de ce qu'ils ont étudié. Voir s'ils l'ont lu en fait. Est-ce que ça les a vraiment intéressés, ou est-ce qu'ils ont juste préparé leur diplôme et basta. La science politique, c'est un truc, hein, ça peut être passionnant ou pas. Je vois que Sciences Po et d'autres de ces formations, c'est quand même des formations relativement généralistes et superficielles, du coup, donc c'est des gens qui vont être des généralistes superficiels. Et j'ai vachement décomplexé de ces gens-là quand je me suis dit, putain, souvent en plus je les trouve cons, ils disent des trucs convenus. Non mais vraiment convenus, ils sont pas nécessairement à jour dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui se publie aujourd'hui, dans ce sur quoi on réfléchit aujourd'hui. Ils voient les événements arriver avec 3 trains de retard à chaque fois. Ils sont pas forcément vifs. Ouais, c'est marrant parce que je vois Judith qui a fait Sciences Po qui dit oui, effectivement, les gens de Sciences Po parfois disent des trucs convenus, et ça me fait rire parce que moi j'étais dans un lycée dans le 16e ici, et Excuse-nous madame. Oui, j'ai pas choisi où j'ai grandi. Je vais me coucher pour te plaindre. Et après, quand on discutait ce qu'on faisait après, tout le monde faisait des prépas ou aller à Sciences Po ou des trucs comme ça, et bon, moi j'ai raté Sciences Po et je me suis retrouvée heureusement à faire une double licence, mais c'était quand même l'échec parce que j'allais à la fac, et en plus j'allais à la fac à Saint-Denis, donc en fait quand j'ai vu la tête de ma proviseure quand elle a su que j'allais à Saint-Denis, elle m'a dit mais t'inquiète pas Pauline, tu fais 1 an et puis au bout d'1 an tu demandes à passer en équivalence à la Sorbonne, mais tu vas pas rester à Saint-Denis. Bon, j'y suis restée, j'ai adoré cette fac, on faisait 6 mois de cours, 6 mois de grève, je trouvais que j'apprenais vachement en discutant avec les gens, il y avait des étudiants un peu du monde entier, Saint-Denis ça a toujours eu une politique d'ouverture, etc., une culture très gauchiste, et pour nous, c'est comment l'UNEF ? C'est l'UNEF, le syndicat étudiant. C'est toi qui allais à la fac. Mais oui, c'est l'UNEF. Oui, l'UNEF. L'UNEF pour nous, c'était la droite. Enfin, je veux dire, du coup, si l'UNEF gagnait, c'était la droite qui avait gagné. On les détestait. Et du coup, moi, au début, je complexais. Je me disais, ah ouais, mais j'ai pas fait Sciences Po. C'est un peu moins bien. Et puis, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui avaient fait Sciences Po. Et j'étais super déçue. En fait, j'étais même déçue d'avoir autant voulu faire Sciences Po. Et de me dire, mais en fait, quand je discute avec ces gens, une fois, j'avais dit à une fille, ouais, mais ça, c'est une construction sociale. Et elle m'a dit, c'est quoi une construction sociale ? Allez hop, tu dégages. Et j'étais hyper déçue. C'est les HLM, tu vois, les HLM, c'est les constructions sociales. Non mais j'étais super déçue, et je me suis dit, ah c'est ça Sciences Po. Je suis mais la meuf elle a fait une licence à Sciences Po, et bon. Mais ça, du coup ça rejoint un peu ce que tu disais sur on s'en fait tout un monde, mais en fait eux ils s'en foutent. Oui. Ils ont le diplôme, ils savent comment parler, tout le monde les considère comme légitimes, et ils déblatèrent une quantité de trucs creux et vides avec l'air sur d'eux. Mais bon, il y a plein de journalistes qui font ça aujourd'hui et ça passe très bien, dont un que j'ai bien en tête, mais je vais pas le dire. Vas-y. Non, moi j'ai des noms, hein, moi je peux...
Non, je peux pas, parce que Tu peux pas parce que. je te dirai après pourquoi. D'accord. Non, mais c'est vrai, quand je regarde les plateaux et que je vois des gens qui arrivent, mais sur deux, avec des. Ouais. Et qui publient des livres pour dire leurs bêtises. Ben, Et qui sont reçus. Mhm. Et pris au sérieux. Et invités. après, non, si je peux donner 2 exemples quand même. Il y a les journalistes, genre Olivier Perrou qui a écrit son livre sur la meute. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui est sympathique. C'est une gentille personne. Olivier, je n'ai rien contre toi, même si j'ai toujours pas rencontré Balthus, c'est son chat. Mais oui, c'est très grave. Donc je peux te critiquer. Olivier, par exemple, quand il suivait pour l'Express les écolos, ou Antoine Auberneuf qui suit les écolos pour l'opinion, enfin qui suit la gauche et tout, quand il m'envoie des textos pour me suggérer des hypothèses de ce qu'ils imaginent de comment ça se passe chez les écolos, c'est tout le temps complètement à côté de la plaque. Mais ils sont hyper sûrs d'eux. Et alors, moi, je suis moins proche maintenant de ce qui se passe dans l'interne des écolos, mais à une époque, quand il y avait le congrès pour que Julien devienne secrétaire national, ou après, pour que Marine devienne secrétaire nationale des écolos, j'étais quand même assez proche de ce qui se passait. Et je recevais des textos de leur part en me disant « Oui, donc là, machin fait ça, parce que ça, en essayant de m'expliquer. » Je me disais « Mais n'importe quoi, ça n'existe pas du tout, cette possibilité. » Mais eux étaient super sûrs. Ils m'expliquaient le fonctionnement du truc. Et c'est eux qui vont sur les plateaux expliquer le fonctionnement de la vie politique. Donc je me dis que ça doit être pareil pour quand ils parlent du PS, de la France Insoumise ou de l'avenir qui va venir. Puis des fois, il y a je me souviens, moi, des fois, je réponds à l'Express, tu vois, ça arrive qu'ils me demandent des trucs et je suis là, bon, si vous voulez, je vous explique. Et après, je lis l'article, je me dis, mais il a rien compris à ce que j'ai essayé d'expliquer. Et là, je parle pas de théorie de ragot, de qui c'est qui veut diriger le parti, de je sais pas quoi. Je parle juste de théorie toute bête, de petits rappels sur Marx ou je sais pas quoi, parce que en fait, c'était pour ça qu'il venait me chercher. Donc j'explique un petit peu. Puis je fais, non, ça percute pas, quoi. Ça veut pas, quoi. Ça veut pas. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Peut-être arrêter de lui répondre, c'est une perte de temps à chaque fois. Après, quand tu te mets à rejoindre Mediapart, est-ce que là, c'est un peu une forme de consécration parce que c'est à la fois, ok, je suis reconnu comme un journaliste. Ah non, je suis pas reconnu comme un journaliste à ce moment-là. Ok. Ils me prennent comme un vidéaste, donc pour animer un petit peu, c'est de faire des trucs sur la chaîne YouTube, faire venir des gens, faire venir aussi de mon public vers Mediapart, donc rajeunir aussi un petit peu l'audience de Mediapart, puis si possible que ça se transforme en abonnement pour eux. Mais je suis. Alors, il y a une part de. Évidemment, c'est extrêmement flatteur. C'est que stylé ce soit quand Mediapart. même. Bah voilà. ouais. Ça fout une responsabilité. D'ailleurs, j'ai appris des choses en travaillant avec eux, un petit peu sur de certaines exigences journalistiques, de tu mets tel mot, pas tel mot. En fait, chaque mot est important. On peut pas dire ça parce que ça. Et là, j'ai commencé à écrire selon les standards beaucoup plus de la presse. C'est-à-dire, si tu dis quelque chose, faut être sûr de ton truc. Tiens, d'accord, oui, machin a dit ça. Attends, qui a dit ça? Ou quelle est la source? Machin. Et prendre vraiment des réflexes que maintenant j'ai. Quand je lis le texte des autres, je suis là, attends, si t'as cité ça vient d'où? Machin. Et je deviens casse-couille aussi. J'ai appris ça et c'est très bien. Par contre, je me suis jamais senti comme un journaliste là-bas. Ok. Parce que les journalistes, j'ai envie de dire, les journalistes de Mediapart, quelque part, le prenez pas mal hein, si vous regardez, c'est un peu une aristocratie dans son genre. Ok. Ça se prend pas pour de la merde quand même à Mediapart. Parce que c'est pas de la merde aussi. Mais c'est pas de la merde. C'est pas de la merde, mais ça se prend pas pour de la merde. Et donc, fatalement, moi j'étais, à mon avis, ou alors c'est dans ma tête, hein, ou alors c'est encore mes complexes de classe et mes complexes de je sais pas quoi, je me suis jamais senti comme traité comme un collègue d'égal à égal de journaliste. Ok. Déjà, je travaillais pas avec eux, je travaillais à Lyon, j'envoyais mes vidéos et tout. On était collègues de loin, quoi, mais j'avais pas l'impression d'avoir le statut de journaliste Mediapart, pas du tout. Pas du tout, eux l'avaient. Mais moi-même, j'étais impressionné. Tu rentres là-bas, c'est hyper impressionnant, une grosse rédac comme ça. Les gens, tu lis leurs papiers, des fois, t'aimes en plus ce qu'ils lisent, tu respectes le travail. Tu vois les grands locaux. Un peu, ensuite, ils font des réceptions, des fois, il y a du champagne et tout. T'es là, putain, je suis pas à ma place, qu'est-ce que je fous là? Je te jure. Ouais. À Boulogne, il y a des réceptions tout le temps. J'ai l'impression que le champagne coule à flot. Non, je rigole. Mais il y a très souvent des petits. Nombre de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ok. Donc c'est une partie qui est toujours dans ma tête de non. J'étais pas un gars de Mediapart. Non, c'est pas j'étais pas un gars de Mediapart, c'est que oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je vais faire un petit point sur genre vulgarisateur politique, etc. Toi, ton objectif dès le début quand tu fais des vidéos et tout, c'est tu te dis je veux permettre à des gens de s'engager en politique. Genre où tu te dis juste je veux juste qu'ils comprennent. C'est quoi ton objectif? C'est qu'ils votent à gauche? Mon objectif, c'est la révolution. Ok, bon, au moins c'est clair. À ce moment-là... Ça, c'est la LCR. Non, mais oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sort de la crise financière de 2008, ensuite, il y a le mouvement Occupy Wall Street, ensuite... Quand je te disais qu'il y a un truc qui n'est pas réglé, le nombre de fois on a essayé de faire quelque chose... Moi, je suis militant, du coup, depuis
20 ans, 25 ans. Donc moi j'ai démarré avec l'altermondialisme et ces trucs-là. Et donc c'est sur les contradictions du néolibéralisme, justement. Et on se disait, ça va péter, ça va péter. Alors ça c'est l'héritage de NPA, ça va péter, ouais, ça va péter un moment. Mais nous on croit quand même vraiment que ça va péter un moment. Donc il faut qu'on accélère, faut qu'on aide à former, faut qu'on aide à former les masses, à énerver les masses aussi. Donc toi, t'es encore dans cette dynamique-là. Tu crois pas comme Mélenchon que ça peut marcher en gagnant les élections. Toi, tu crois plutôt comme les Poutous. Toute révolution est bonne à prendre. Non, mais oui, quand je te dis, la révolution, c'est que je me dis qu'on va basculer dans un autre monde à un moment. Okay. Voilà. Mais ça peut être d'un côté ou de l'autre. Ça peut être d'un côté, ce sera d'un côté ou de l'autre de toute façon. C'est le fascisme ou alors, enfin, la gauche est de retour, ça peut être par les urnes. Sauf que là, faut pas qu'elle revienne pour faire du Hollande. Si elle revient, en fait, ça peut être une situation qui soit elle-même révolutionnaire dans la mesure où les riches, je pense, ne sont plus disposés à se laisser faire. Okay. Pareil, comment tu fais un gouvernement de gauche avec les flics tels qu'ils sont maintenant? Est-ce qu'ils vont obéir? Je pense que rien que l'arrivée de la gauche au pouvoir par les urnes, il y aurait une tension qui amènerait, à mon avis, une situation un petit peu délicate. Et du coup, toi, tu te dis, plus je forme les gens, plus je politise des gens, en gros, ça, c'est ma brique à porter à la révolution globale, quoi. Plus il y a des chances qu'il y ait une masse en faveur de la révolution et en faveur de la gauche. Oui, et puis je pense que de toute façon, les gens, ils m'attendent pas pour faire la révolution. S'ils doivent faire la révolution, ils font tu vois, les gilets jaunes, ils regardaient pas mes vidéos. Hein. Ouais. Donc, la question, c'est moi, qu'est-ce que je peux apporter aux gens qui me ressemblent sans doute, hein, ne voilons pas la face, comme tu l'as dit, c'est les gens de 25-35 ans, allez, on peut aller jusqu'à 40, hein, j'ai 39 quand même maintenant. Donc évidemment, je sais par qui je suis regardé quand même majoritairement, pas que, parce qu'on a quand même des gros scores là maintenant depuis qu'on fait Rhinocéros, donc ça veut dire que je dois taper au-delà des urbains de gauche diplômés, je pense, j'espère, mais je sais que c'est plutôt ceux-là qui vont regarder d'eux-mêmes, sauf que moi je préfère que ceux-là, les urbains de gauche diplômés, là, machin, ils regardent mes vidéos et ils aient mon point de vue, ils soient d'accord avec moi, plutôt qu'ils se retrouvent à se faire encore balader, à dire des bêtises, à voter Glucksmann ou je ne sais quoi, évidemment. Évidemment. Oui, c'est qu'en fait, cette catégorie-là, il faut aussi la garder. Elle est importante. Ouais. Là, on a 40 ans, dans 10 ans, on a 50. Et moi, j'aurais 40, perso, mais... Toi, peut-être pas, mais on va arriver, ces gens-là vont arriver... La génération que j'ai formée, elle va arriver en poste à un moment. Elle va faire des trucs. Si on arrive à trouver du travail, Si on arrive, hein, et si les vieux nous laissent un peu de place. Mais à un moment, voilà, c'est la jeunesse et ces urbains-là, c'est aussi une classe qui est stratégique, quand même, dans une certaine mesure. Et puis, elle va être en poste, dans les médias. Elle va être en poste en politique. Elle va être en poste quand même dans des endroits où ça compte, dans l'édition, dans le milieu intellectuel, etc. Je préfère que ces gens-là, en effet, ne soient pas à l'image de ce que moi j'ai vu dans les années 90-2000, c'est-à-dire justement cette acceptation du néolibéralisme comme de toute façon on peut pas faire autrement, donc on va déjà essayer d'être un petit peu de gauche, ce sera déjà pas mal, mais bon on va pas non plus la révolution ça va bien, hein, c'est fini, le mur de Berlin il est tombé, hein, faut se calmer les communistes, hein. Mais moi j'ai entendu ça tout le temps. Tu disais ça aux gens de gauche, aux gens comme toi, tu vois, il y a 10 ans tu m'aurais dit ça. Si j'avais fini à Sciences Po, peut-être. Oui. Et encore. Tu m'aurais dit ça. La mondialisation, on n'a pas le choix. Le monde est un grand village. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 20 ans, peut-être. Le Venezuela. Bon, Alors, si ça peut te rassurer, à Boulogne, là, aujourd'hui, quand on parle gauche, écologie et tout, il y a quand même des gens qui nous agrippent sur le marché pour dire mais c'est combien de morts le communisme, hein? Combien de morts? Et on n'en parle jamais des morts du communisme. Voilà, encore à Boulogne, ça c'est assez intact. Et c'est bien, tu as mentionné Rhinocéros, donc ça me permet de faire la transition sur Usul et la critique des médias. J'espère que vous êtes contents que je suive mon plan. Hein. J'ai chaud. Ouais, moi aussi je trouve qu'il fait chaud. Ouais. Pour les gens qui te connaissent pas, aujourd'hui, ton activité, c'est principalement, parce que ça s'apparente à de la critique des médias, quoi, avec Rhinocéros sur Blast, toutes les 2 semaines, le dimanche, parce qu'après, à la fin, tu dis à dimanche dans 2 semaines. Mais moi, je le regarde jamais le dimanche. C'est fait exprès de le dire tout le temps, parce que... Comme ça, les gens, bah, tu vois, comme ça, c'est revenu tout seul. J'ai eu ta voix dans la tête quand j'ai écrit le dimanche dans 2 semaines. C'est fait exprès.
Oui, je voulais parler un peu critique des médias du coup, dans le sens pas dire critique des médias, genre on critique les médias c'est de la merde, mais plutôt avoir une analyse de la manière dont les médias ils traitent tel ou tel sujet, de quoi ils parlent pas, qui parle de quoi. Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce qu'il n'y a pas que Blast, il y a aussi Acrimed qui existe depuis longtemps, il y a Arrêt sur Image qui est un média qui fait quasiment que ça. Qu'est-ce que ça apprend ? Quel est l'intérêt de ça, puisque c'est sur ça que tu mets le plus de ton énergie de politisation des gens. Ça, c'est le côté Quel intérêt ? Bourdieu aussi, tu vois. C'est pareil, Bourdieu s'était investi sur ces questions-là de médias à la suite des grèves de novembre-décembre 95. C'est assez connu. Il y a l'émission d'Arrêt sur Image après avec Schneiderman où ils reviennent là-dessus avec Bourdieu en plateau qui est là tout mignon là. Et parce que en fait les médias quand ça va bien tout va bien. C'est-à-dire s'il s'agit de perpétuer le réel, le même jour après jour ça va bien. Mais c'est quand il y a crise que tu vois que ça va pas en fait. Parce que typiquement en ce moment il y a des émeutes à Los Angeles, voilà, et il y a la guerre sur les images et la façon de raconter le storytelling de ce qui est en train de se raconter sur les réseaux. Alors maintenant c'est sur les réseaux, c'est plus dans la télé, mais c'est hyper vénère. L'enjeu c'est qu'est-ce que je te raconte avec ces images. On peut raconter mille et une choses avec ces images. Et comme avec les images d'une grève, tu peux raconter les usagers qui sont saoulés, ou tu peux raconter les ouvriers qui se mobilisent dans leur local syndical avec des revendications, qui s'organisent. Tu peux montrer ce que tu veux. Vous remarquerez qu'ils montrent surtout les passagers en colère. Qui sont pris en otage. Et bah voilà, c'est ça que Bourdieu notait en 95. Il disait même le même micro-trottoir, voilà, on peut le changer. Enfin, avec toute une critique du journalisme, parce qu'il y a une partie, il y a de la malveillance, il y a une partie où vraiment il y a les biais de classe, on a envie de détruire le mouvement social. Je veux dire, maintenant avec BFM TV, avec CNews, on voit ce que c'est que la malveillance à l'état brut contre la gauche. Aujourd'hui, ça s'est déployé. Toi, tu mets BFM et CNews au même niveau ? Non, mais quand même. Bon, non, mais voilà. Non, mais on sait ce que c'est que la malveillance contre la gauche. Il suffit de foutre Caroline Roux en face de n'importe quel insoumis. Et tu vas voir ce que c'est que quelqu'un qui aime pas la gauche, quoi. Et bon, bah, quelqu'un qui aime pas les mouvements sociaux, qu'est-ce qu'il va te faire comme sujet pareil sur les manifs ? Comment il va... il suffit de voir comment Salamé et Demorand ont pu engueuler Philippe Martinez. Tu connais Philippe ? T'as pas envie de l'engueuler normalement. Mais il fait peur. Ah. Oui, non, nous on le trouve. Non, mais oui, mais c'est oui. On le trouve trop gentil, mais. Bah, nous on voudrait l'engueuler pour qu'il déclenche la grève générale. Mais il peut plus, c'est plus lui le chef. Bah oui, mais à l'époque, c'était pour ça qu'on voulait l'engueuler. Maintenant. Eh bah, eux, ils l'engueulaient, mais pas pour ça. Et bon, bah. Moi, je pense que. C'est pas une question secondaire, la question des médias dans la démocratie telle qu'on la pratique chez nous. C'est même plutôt une des questions essentielles. C'est qu'on est quand même dans les corps intermédiaires qui structurent vraiment le débat public, la circulation des idées. Et là, j'ai envie de dire, nos adversaires l'ont complètement compris. Quand Bolloré rachète des chaînes, mais qu'il rachète aussi une maison d'édition, et qu'il rachète aussi les relais dans les gares, c'est à lui les relais dans les gares, les points de vente aussi, du coup. Ils ont très bien compris qu'il y avait un enjeu là-dedans, à contrôler un maximum de la chaîne et de diffusion et des trucs. Il y en a qui... Bon, Sterrin essaye aussi. Le mec là qui contrôle maintenant BFM TV, comment il s'appelle ? Merde, je l'ai oublié. Le mec de CMA-CGM. Oui, le mec qui mec qui s'est fait tout seul, mais tout l'argent de CGM. Non, c'est son père. Bah oui, mais surtout la boîte, ils ont récupéré tout l'argent du public quand ils sont devenus privés, mais oui, sous Chirac, normalement. Oui, c'était un arrangement entre Chirac et son père, ça. Mais bon. Voilà, et lui aussi, il s'est dit en fait dans ce pays, il faut comme Xavier Niel, comme Bernard Arnault. Xavier Niel, il est dangereux. Parce qu'il a l'air sympa ? Non, même pas. Moi, je trouve qu'il a l'air détestable en plus, mais il est dangereux parce que. Oui, parce qu'il essaye, ça c'est vrai. Je pense qu'il a des opinions, il a des ambitions et tout là. Et oui, c'est vrai, il fait du stand-up aussi. Mais il s'est marié avec la fille Arnaud. C'est-à-dire que concrètement, la prochaine génération, on va avoir une famille de dégénérés là, de Arnaud, Niel, machin. T'imagines la concentration des capitaux de malades ? Tout l'argent. T'imagines ça ? Combien de temps avant que cette lignée là, elle demande à être roi de France ? Non mais on est en train d'en arriver à peu près à ça dans d'autres situations. Aux États-Unis, ils sont en train de repenser la question de la monarchie en ce moment.
Je pense que les hyper riches sont dangereux fondamentalement. Leur existence est dangereuse. On ne devrait pas avoir de Xavier Niel. On ne devrait pas avoir de Bernard Arnault. Ça, je suis d'accord. Et ces gens-là sont un danger. Il va falloir choisir entre avoir des hyper riches ou avoir la démocratie. Parce que je te le dis, tu connais le truc du techno-féodalisme, le truc des lumières sombres qui sont en train de théoriser aux États-Unis. Alors ça, je connais pas, mais que en gros, tu peux faire peur à tout le monde. Il faut en terminer avec cet héritage. Mais comme disaient les nazis, il faut en terminer avec cet héritage des Lumières qui nous affaiblit. Ça affaiblit la force qu'ont les meilleurs d'entre nous au nom de quoi? De principes démocratiques, de l'état de droit. Mais c'est ce que disaient les nazis. Le droit, c'est une juiverie, ça nous féminise, etc. La vraie force, eux, ils sont pareils aux États-Unis et Trump roi, ils ont commencé à faire des affiches. Trump roi, Trump a dit que pour la Constitution, ils vont commencer à s'asseoir un petit peu dessus. Là, aux États-Unis, et ils vont penser l'idée que c'est plus efficace une monarchie. Et ils le disent parce que en disant une entreprise, c'est pas une démocratie. Et ça marche bien. Ça marche super. Les plus grosses puissances du monde aujourd'hui, c'est des entreprises. C'est pas des démocraties. Regardez, et ces entreprises-là, au sein même des grandes puissances, elles sont en train de bouffer la démocratie. Donc en fait, la démocratie, c'est faible, ça va perdre. Si on reveut de l'État, il faut que ce soit un État fort, avec pourquoi pas un roi ou je sais pas quoi. On trouvera un nouveau titre. Ils ont toujours trouvé des nouveaux titres. Roi, ça fait peut-être un peu ringard. Bon, mais un chef, un dictateur, j'en sais rien. Bref, on est de retour vers ça, et ce sera les riches qui vont nous l'imposer, ça. Mais du coup, sur la critique des médias, donc là, par exemple, on a Niel qui a Le Monde, on a Bolloré qui détient CNews, Europe 1, c'est quoi son troisième truc papier, JDD. Plus des maisons d'édition, et qui en plus dans les relais peut mettre ses titres en avant. Donc quand on va en gare chercher un journal vite fait, les premiers trucs sur lesquels on tombe, c'est des trucs de facho. Ce sera le bouquin de Bardella quand il y aura un nouveau bouquin de Bardella aussi. Exactement. Zemmour en évidence à côté de Philippe de Villiers. Exactement. Et du coup pour chez Fayard. Pour le commun des mortels, quand on se dit bon bah ok, les médias c'est pas fiable, ou en tout cas faut avoir une distance critique vis-à-vis de ce qu'ils disent, comment on fait en même temps pour se dire, parce que pour la plupart des gens, quand ils regardent la télé, ils écoutent la radio, machin et tout, ils finissent, pour, 90% des gens, par considérer que les enjeux considérés comme importants pour les médias sont les enjeux importants. Que si tout le monde se dit, il y a un problème avec les musulmans, alors peut-être qu'ils sont pas tous cachés dans la chambre d'à côté, mais quand même que doit y avoir quand même un problème avec les musulmans. Oui et non. Les gens quand même... sont pas 100%... Ils prennent pas tout. Ouais. Ils prennent pas tout, ils ont des réserves quand même. Mais comment tu fais du coup pour réussir à toi en gros, comment on fait pour s'extraire de Il y a des moments... ce qu'est le champ de ce qu'on peut dire, en gros ce qu'est le champ de la vérité médiatique, et comment t'arrives à objectiver de manière scientifique, ou je sais pas comment dire, de dire ok là ça c'est faux, pourquoi, tu vois, comment t'arrives à les moments de crise. Okay. Quand il y a une crise et qu'il y a un truc qui va pas, tu regardes comment il parle, ça va jamais quoi. Regarde, là il y avait le truc de la flottille. Ouais. Mon collègue Yanis qui est sur le bateau, qui est journaliste, qui est venu suivre le truc, son matos a été pris. À l'heure où on parle, il est encore détenu là-bas. Il le qualifie de militant. Ok. Et ça, factuellement, tu peux dire, en fait, il est journaliste, il fait son travail. Oui, ouais. Mais moi je l'ai dit, j'ai fait un tweet hier, il y a eu un communiqué de Blast et tout. On essaie de le dire en fait, même à nos collègues d'autres médias. Et même, j'ai vu le député Éric Coquerel engueuler des journalistes en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites ? Enfin, vous êtes même pas solidaire de votre collègue. J'imagine que les journalistes tendaient le micro pour autre chose, mais lui, il leur a répondu, en fait, vous avez juste par solidarité pour un de vos collègues en prison, quoi. Et quand il y a des crises comme ça et que tu vois la machine se déployer. Je sais pas, on avait fait un épisode sur la Nouvelle-Calédonie, on en parlait tout à l'heure, quand c'est trop gros, mais en fait il faut le savoir, faut le voir, tu vois les ficelles, tu fais, mais là concrètement j'ai entendu aucun Kanak pendant tout le sujet, je n'ai vu que des blancs qui se filmaient à la webcam en disant qu'ils avaient peur des noirs dehors. Et oui, on est en train de s'organiser entre voisins pour assurer notre sécurité. Ils ont même dit milice, je crois. Ils ont dit on s'organise en milice. Et t'avais le journaliste qui disait oui, tenez bon, en gros, c'était à peu près ça. On est de tout cœur avec vous, Philippe. Et pendant ce temps-là, il y a eu 9 morts. 9 morts de gamins, dont certains, on apprend aujourd'hui, ces derniers jours, que c'était des tirs dans le dos. Bon...
Et on pouvait le savoir, ça. On pouvait le savoir, mais pas en regardant la télé. Et si on faisait du travail journalistique sérieux. Ou en écoutant. Il y a quand même des bons journaux. Il y a des bons journaux. Et ben, il y a la presse écrite. Ça me permet de faire ma transition après. Comment on fait ? Parce que tu dis, tu vois, globalement, les médias mainstream, entre guillemets, font mal leur travail. Mais quand même, il y a la télé surtout. Ok, la télé. Comment on fait pour... on peut quand même considérer qu'il y a une différence entre genre les médias sérieux, entre guillemets, genre... Je vais être un peu provocante, mais tu vois, par exemple, Le Figaro ou France Info ou Libération ou je sais pas, Arte, enfin bref, je te donne des chaînes et des journaux écrits en vrac. La différence entre ça et par exemple Frontières, est-ce qu'on peut dire que c'est un média, ou Valeurs Actuelles, dont on peut contester le fait que ce soit des médias sérieux. Tu vois, comment t'arrives à dire aux gens qu'il y a une différence entre les médias qui ont des intérêts de classe, mais qui sont quand même des médias fiables, et les médias qui, de toute façon, ne relaient pas des infos... Tu vois, quels sont à partir de quoi on juge que c'est quand même un média sérieux, au moins sur les sources ? Bah ouais, là par exemple tout à l'heure je parlais de l'Express. L'Express s'est quand même fait aligner plusieurs fois pour des bidonnages et des trucs machin. Bon, c'est pas toujours très sérieux l'Express, hein, d'ailleurs ça se voit. Mais pour autant ça a l'image d'un truc sérieux. C'est pas... Le Point aussi. Le Point c'est pareil. Bon, et bon, oui, il y a des marques quand même, heureusement. Je trouve que j'ai des points de repère où je me dis là ça va. Tant que c'est là encore, ça a pas foutu le camp. Je pense qu'il faut se repérer avec des marques, des points de repère. Le Monde, tu sais que c'est dans le Monde, ça peut avoir un parti pris. Mais c'est vrai. Mais normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des méthodes. Si tu me dis un truc, tu le sources. Si c'est écrit, il faut que je puisse le croire parce que je fais confiance à ton travail. Et dis-moi, si tu sors ton chiffre, tu le sors pas de ton cul. Tu le sors, le chiffre, il a été produit quelque part, tu me dis de qui, je veux le voir. Et si tu peux le vérifier par toi-même, voilà. c'est que c'est bon. Et voilà, s'ils te disent quel institut de sondage, machin, voilà, que c'est pas à la volée n'importe quoi. Alors tu vois, l'inverse de ce qui se fait sur un plateau télé, ou de ce que je fais là, moi si je te dis, tu te rends compte, il y a 60% des Français, machin, et comme on ferait au bistrot, mais sauf que ils le font sur les plateaux de télé. Dans les journaux, voilà, c'est tout est s'il y a un lien, s'il y a une citation, je veux pouvoir croire que c'est une vraie citation. Et là, la plupart des journaux aujourd'hui, on considère que c'est le cas. Que c'est... Bah, le JDD, il y a eu une vraie dégringolade de qualité. C'est plus un média, le JDD, aujourd'hui. Bah, c'est toujours un journal, mais déjà... Comment on fait pour dire si c'est des journalistes ou pas au JDD ? Techniquement, les journalistes, celui qui travaille, qui fait un travail de journaliste, même si c'est un mauvais travail de journaliste. Ok. Mais bon, après il y a des méthodes, il y a une éthique. Moi, je pense, c'est même pas une éthique, c'est vraiment une méthode qui, je trouve, est sérieuse ou pas. Okay. Normalement, mais moi ça m'arrive des fois de faire des petits plantages, hein. De me planter sur un mot, un truc. Je me souviens une fois j'avais écrit machin a été mis en examen. Non, il a pas été mis en examen, il a été placé sous le statut de témoin assisté, entendu sous le statut de témoin assisté. C'est pas du tout pareil. Et là je fais merde. Putain, oui, des petites conneries comme ça. Faut être scrupuleux en fait et citer tes trucs et donc mais quand je lis Le Monde, je peux ne pas être d'accord avec leur angle, trouver que c'est abusé d'avoir fait 10 articles là-dessus alors qu'on s'en bat les couilles, ou à l'inverse, de pas parler de ça et ça m'énerve. Alors que c'est important. Mais si c'est écrit dedans, bon, normalement je peux faire confiance. Mais après, moi, comme je disais, j'ai des points de repère. Moi, je vous conseille le journal de France Culture de 12h30 et de 18h. Ok. Tous les jours. Ok. Voilà. Le journal d'Arte, ça reste très bien, beaucoup plus ouvert vers l'international et tout. Ce dont on crève aussi en France, c'est qu'on regarde que notre nombril. C'est les petites polémiques de merde. Et moi-même, j'en ai ras le cul, je dois les commenter moi-même à Backseat, machin. Mais alors, c'est vraiment là, en France, on a vraiment le nez sur Édouard Philippe, gna gna gna. Et c'est ça tout le temps, quoi. Si tu devais donner à des personnes un peu les méthodes, alors pas pour être un bon journaliste, mais quand pour on être bien informé. Ouais, et quand on regarde un épisode de Rhinocéros, on se dit « Ah ok, j'ai vu l'épisode, je comprends que le traitement sur la Nouvelle-Calédonie est pourri. Ou j'ai vu l'épisode sur ça, je comprends que le Figaro a vraiment un biais très à droite, par exemple. » C'est pas vrai. Mais tu trouves ? mais comment les gens pourraient, par eux-mêmes... réutiliser quelques méthodes simples, leur esprit critique, voilà, mais sans tomber par exemple aussi pour avoir aussi cet esprit critique sur des chaînes par exemple comme Thinkerview ou sur RT France. Comment on peut soi-même se dire ah là j'ai ces petits indices qui me donnent ça. Comment, quand on n'y connaît rien, qu'on n'a pas fait de socio, d'histoire, de sciences politiques, je sais pas quoi, qu'on n'a pas une formation de gauche politique ou quoi, qu'on se dit soi-même apolitique, comment on fait pour voir les petits trucs
qui te donne une idée de où ça parle. Je sais pas, c'est assez obvious, je trouve. Oui, mais pour toi... Non, mais je sais pas, quand t'as Léa Salamé qui fait bonsoir, aujourd'hui on va recevoir, machin, t'es là, tu fais ok, d'accord. Enfin, je sais pas, moi, tout. Je veux dire, pour les trucs plus... en gros, si tu te dis, ah, mais moi, je m'informe sur Twitter avec le compte Serfia ou Actu Direct, Ouais. j'en sais rien. Comment t'arrives à... je sais pas, c'est quoi tes lunettes à toi pour filtrer et te dire, ah là, il y a quand même un doute. Ou même si Thinkerview, parfois, il y a pas... Comment t'arrives à checker vite fait la chaîne et tu te dis, ah là, il y a peut-être des biais un peu où il faut faire gaffe à ça ou quoi. J'en sais rien, elle est vaste la question. En gros, la question, en fait, c'est pour être, en effet, pour être autonome, faut déjà, faut avoir une petite culture médiatique. Mais je pense qu'il y a des cours d'éducation aux médias qui se perdent, hein, vraiment. Faut vraiment faire ça. Et faut d'autant plus faire ça maintenant que les sources d'informations se sont multipliées. Mais pas forcément pour le pire. Quand tu vois la disproportion, je parlais tout à l'heure du traitement de la Palestine dans les grands médias, et les gens sont choqués de voir que déjà c'est toujours du côté d'Israël, c'est toujours enfin voilà, il y a quand même un peu un deux poids deux mesures assez visible, et les gens le voient, pas prendre les gens pour des cons, les gens voient bien qu'on parle pas assez de ça alors que c'est scandaleux ce qui se passe là-bas, et que on va parler beaucoup plus d'autres trucs, ils le voient. Mais comment on fait pour qu'après ils s'informent aux bons endroits? Mais ils iront chercher l'info. Mais s'ils se disent par exemple, Juan Branco, il a raison, il est énervé, ça va être. Non, mais c'est un has-been, Juan Branco. Mais c'est un has-been, il fait des milliers de likes, ses livres se vendent vachement. Comment ils font les gens pour se dire. Finito, Juan Branco. Non, t'es en train de briser le cœur de quelqu'un derrière la caméra. mais ma question, c'est comment les gens ils font pour voir ça. Toi, ça te paraît évident. Les gens qui n'ont pas d'éducation de cours aux médias ou qui sont pas politisés, ça peut être quoi leurs outils, leurs ressources pour eux-mêmes faire l'analyse? Je vois ce que tu veux dire. Mais je sais que la réponse est difficile. Mais il n'y a pas de réponse, si ce n'est en effet essayer de picorer le plus à gauche à droite. Et c'est vrai que des fois tu vas tomber dans des endroits où en fait tu voulais de la contre-culture, tu voulais de la critique, et t'arrives dans des trucs où ça t'attire un peu vers le conspi, vers le bizarre. Oui, donc il faut en gros de l'éducation politique, de l'éducation aux médias. Il n'y a pas de secret, faut picorer, faut lire, faut regarder plein de trucs. Et surtout, ah oui, on dit souvent, méfiez-vous de l'homme d'un seul livre, mais méfiez-vous aussi des gens qui ont 2-3 gars qui regardent sur internet. Genre qui regardent que Mélenchon. Ouais, ou qui regardent que Thinkerview, ou qui regardent que... Et encore, Thinkerview, c'est pas un gars. Enfin si, c'est un gars, si tu nous regardes. Mais qui regarde moi mon truc c'est Emmanuel Todd, je regarde que Emmanuel Todd. Ouais, c'est marrant de regarder Emmanuel Todd, mais faut le replacer dans le contexte. Emmanuel Todd, c'est gaulerie Emmanuel Todd face à Guillaume Erner. Moi je rigole, c'est du divertissement. Bon, mais et si et bon et si tu écoutes qu'un seul truc, ouais, donc voilà, vous laissez pas, il y a des dynamiques de gourou. En effet. Non, mais par exemple, moi, à une époque, je regardais Tatiana Ventose. Non, mais parce qu'au moment de la loi travail, elle faisait le fil d'actu. Et moi, je trouvais que c'était un truc sourcé, intéressant, carré, professionnel. Et je me disais, ça, c'est un espèce de contre-discours qui me parle. Et petit à petit, j'ai continué de suivre cette fille. Et à un moment, elle explique que oui, il faut dire que les Arabes sont des agresseurs. Mais tu vois, tu l'as vu toute seule, quoi. Oui, mais parce que moi, j'étais militante avec des migrants et j'aidais des gens à s'inscrire à la fac. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu tout seul aussi. Ouais. Ils ont fait ah oui, d'accord. Oui, mais parce que là, le virage était gros. Après, il y en a qui le voient plus vite que d'autres. C'est vrai. Ouais. Des fois, moi, je suis un peu rapide pour dire oh là. Toi, t'as assez vite vu le. Ah, j'ai le radar, moi. Ouais. Et des fois, on me croit pas. Et t'attends qu'on dise t'avais raison. Bah ouais. Il reste plus qu'une dizaine de minutes ou un truc comme ça, et du coup c'est mon moment préféré du podcast, que je passe des heures à préparer, et à la fin c'est vos questions qui m'intéressent le plus. Donc ça, c'est les personnes sur Instagram qui ont commenté la publication annonçant ta venue, et dès qu'il y a un petit commentaire qui se fait, bam, ça arrive dans la boule. Et donc je te laisse en piocher une. En fonction du temps que tu mets pour répondre, tu pourras en piocher une deuxième. Pour ça, j'ai pas partagé la publication. Comme ça, c'est les tiens, c'est tes gens à toi, c'est pas les miens. Qui est son eurodéputé préféré et pourquoi? Ah ouais, je sais très bien qui a posé cette question et pourquoi. Je sais pas, mais... Si tu réponds mal à ton eurodéputé préféré, tu vas avoir des problèmes. Non, je rigole.
Bah non, mais là, on vient de parler de la flottille et tout, ce qu'a fait Rima Hassan, ça me bute, quoi. Ah bah ouais, c'est forcément elle. Bah, Ouais. désolé. Non, mais c'est vrai. Qui C'est aurait l'assistant parlementaire de Laïla Chaibi. Ah, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est très marrant. Bah, c'est lui qui le fait. Bah voilà. C'est Pablo. Et Salut moi, Pablo. Je leur ai dit en plus. Ouais. Je leur ai dit que c'était rigolo ce qu'elle fait. Oui. Mais là, c'est Rima Hassan qui est dans les geôles d'Israël, qui a mis sa vie. Qui vient d'être libérée. Elle vient d'être libérée. Ouais. 21h à République si tu veux. Bah je peux. Genre. Non mais attends, quand là maintenant Il y a 2 heures. Ah ouais, bah d'accord. J'étais en train de m'énerver sur les bourgeois. J'ai raté l'info. Bah c'est super, écoute. Mais voilà, et non, ça force le respect. De toute façon, cette meuf-là, dès que je l'ai découverte, bien avant. Sur C'est ce soir. Ouais, dans C'est ce soir, j'ai fait. Ouais, elle était sur l'observatoire des migrations. Ouais, et ils l'ont plus jamais rappelé. Hein. Ouais, moi je l'avais trouvé trop cool. Je me suis dit, c'est qui cette meuf? Elle est trop bien. Puis revenu. Et oui, ils l'ont pas rappelé. Ouais. Ils l'ont pas rappelé, et en même temps derrière elle s'est fait harceler de malade, l'émission s'est faite harceler aussi hein, alors qu'elle avait pas dit des trucs incroyables à cette émission non plus elle avait parlé de la Nakba, enfin elle était sortie complètement du narratif de d'habitude sur il faut bien que ouais mais elle était quand même moi je trouve que ça mais c'était propre, c'était carré, ouais, c'était carré oui. et policé, enfin Rima quoi, enfin c'était pas, elle a sauté sur personne. Ouais, des fois elle peut être un peu vénère sur Twitter. Tu vois. Voilà. Mais bon, sur un plateau c'est être carré, elle est plutôt calme, elle se contient bien, et il y a un peu plus de sel sur Twitter, mais c'est j'imagine c'est le but du jeu. Est-ce que tu veux piocher une autre question après avoir déçu Pablo? Oui, désolé. Alors, Jules, comment tu fais pour tenir sur Backseat avec si peu de collègues qui ont une vraie colonne vertébrale? Ah bah ça cartonne. J'avais pas lu cette question. Big up à Malek. Ouais. C'est marqué ça. Donc non, peut-être il exclut Malek du truc. Et non, bah écoute, mes collègues, je trouve qu'il y en a plein qui ont une grosse colonne vertébrale et que quoi, il y a des moi j'aime bien quand à Backseat ça arrive, c'est pas moi le plus à gauche. Ça arrive quand il y a Climarx ou Safia. Quand il y a Climarx ou Safia à côté, je suis là, pouf, c'est repos. C'est elles qui vont être vénères. C'est pas à moi de faire le communiste de service. Il y a plus vénère à côté, quoi. Donc ça, c'est hyper reposant. Donc tu vois, moi, une émission où il y a des gens, non seulement où moi je peux parler, mais en plus il y a même des gens plus à gauche que moi. Je trouve pas que ce soit une émission de centriste mou. Tu vois. Ça me rappelle un peu, il y a un épisode, parce qu'avant que tu viennes, je laissais passer en boucle tous les épisodes de Usul sur à peu près tout. Et il y a pas longtemps, il y avait l'épisode sur Poutou, pendant que je prenais ma douche tout à l'heure, où tu disais, c'est quoi l'intérêt de l'extrême gauche? C'est que du coup, ça permet au reste de la gauche aussi d'ouvrir la fenêtre d'Overton et de dire d'autres choses. J'ai l'impression que t'es Najat Vallaud-Belkacem quand il y a Poutou à côté. Ouais, c'est reposant, quoi. C'était là, c'est bien. Elle donne la ligne, c'est pas moi. Parce que quand c'est la charge mentale. T'es obligé d'assurer la gauche. Non mais c'est vrai. Mais oui, la charge mentale de. Tout le monde s'attend à ce que tout le monde te reproche d'avoir été trop sympa avec Hollande, par exemple. Oh, mais tout le monde me reproche tout, de toute façon. C'est de ta faute si la gauche va mal. De se dire, putain, c'est moi qui dois faire le gars de gauche de service. Oh non, pas là. C'est bien. Je décharge la charge mentale sur des meufs en plus là. C'est Climarx et Safia. Est-ce que j'ai le temps d'une autre question dans la boule? Yes. Vas-y, une autre question. J'aime trop ça. Ah non, c'est pas mal. Même si le dernier il était méchant. Hein. Pronostic sur la date de la prochaine dissolution. Je m'en bats les couilles, frère. Franchement. Vas-y, on peut faire une autre question. Allez, non, c'est vrai que je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous. Non, c'est grave et tout, mais c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Hein. C'est pas le. C'est. Oh, allez, Hollande. Allez, est-ce qu'il est vraiment parti avec François Hollande après ce coup de foudre sur le plateau de Backseat? Mais j'ai pas vu le coup de foudre, moi. Il y a pas de coup de foudre. Je l'ai découvert dans les commentaires. Moi après il y a toute la question après Backseat, est-ce que je parle aux gens, tu vois et alors est-ce que tu parles aux gens après Backseat? Genre tu vois pas toujours, et j'ai mes limites. François Hollande, tu lui parles pas? Bah non, moi je pensais que c'était au facho qu'on serrait pas la main, mais Hollande je crois que j'ai serré la main quand même. Voilà, mais ouais, ça allait, oui, voilà, bon voilà, et je suis parti. Mon Chalin, la dernière fois on avait mon Chalin, je lui ai dit, je pensais que vous seriez plus désagréable que ça. J'étais étonné. Ça, c'était un compliment. Ouais, c'était un compliment. Et elle m'a dit... Elle a dû dire moi pareil. On est des êtres humains quand même. Elle m'a dit ça. Mais ça, c'est vraiment un truc des gens de droite. Les gens de droite sont extrêmement sympas.
Ah là là. Non, mais c'est vrai. Oui, je Et sais. c'est ça leur force. Alors pas tous. Tu sais, moi, hein. j'ai pris un café Oh. avec Thierry Solaire parce qu'il était député d'ici et j'avais envoyé un message genre salut, je veux être député à ta place, est-ce qu'on peut se prendre un café? Il a dit bah oui, bien sûr, tu vois, il va payer mon café. Et le mec était hyper sympa. Et j'en ai parlé avec Cécile Duflot qui me dit mais oui, il est très très sympa. Et en fait, les gens de droite, ils s'en foutent, c'est leur monde, c'est leur royaume, ils vont pas bouger et tout. Ils peuvent en plus être sympas. Tu vois, ils te sucrent Ouais. tout, les retraites, etc. Mais on est des humains quand même, hein. On n'est pas des chiens. On est des humains quand même. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on est des monstres. C'est un peu ça, tu Ouais, vois. bah ouais. Je me mais si. Évidemment que si. T'étais saoulé qu'elle soit sympa. Ouais. Bah, c'est pas. Par contre, je suis pas resté discuter quoi. On reste pas discuter. Alors avec que des Jean. macronistes. Non, je rigole. Je crois pas non plus, je sais plus. Mais Castaner, je vais pas parler avec Castaner, Ah ouais. je sais pas quoi. Par contre, Cécile Duflot, Ouais. là tu restes discuter évidemment. Voilà. En plus, elle est drôle. Mais oui. Puis elle racontait des anecdotes et tout, vous pouvez pas l'arrêter. Est-ce que je peux encore poser une question? Yes, vas-y, c'est ta dernière. Désolé les autres qui n'auront pas leur question. Ah, ça, j'avais la flemme de le couper celui-là. C'est Le micro. un truc comme un autre, mais j'avais la flemme de le couper. Compte-t-il un jour mixer analyse politique et gaming, une sorte de fusion entre Usul du Nesblog et Usul du présent? Franchement, le gaming, moi, c'est mon loisir. Je joue encore beaucoup, mais T'en fais plus de trucs. oh non. Puis il y en a plein qui le font bien. Il y a plein d'essais vidéo maintenant sur le gaming, avec des trucs contenu politique aussi. Je veux dire, il y a plein de gens qui font ça. Peut-être tu peux te donner des noms de gens qui font ça de gauche et pour qui... Non, parce que ça va vexer ceux que je vais pas citer. Donc, Ah, c'est ça le problème des stars. Si Donc, tu veux. voilà, donc je vais stresser, je vais être attends, lui, après ça devient de la diplomatie, donc je vais citer personne, mais allez voir sur internet, sur YouTube, tapez les jeux qui vous intéressent. Moi je vais regarder des trucs en anglais, je connais même pas le nom des gens. Ok. Il y a une surproduction, y compris de trucs intello sur le jeu vidéo, ça manque pas maintenant. Ok, vas-y, une dernière. Ok, oh là là, les grosses. Ah non, mais ça c'est le question à côté de la plaque, non? Non? Ah non. Bonjour le Ok. U. Le score de la gauche a été divisé par 2 en 20 ans lorsqu'on regarde la présidentielle de 2002 et de 2022. Plus que la question de l'incarnation du programme, est-ce que la question n'est tout simplement pas qu'il n'y a pas de majorité culturelle pour une victoire de la gauche dans ce pays? Et du coup, comment on fait? Merci. Allez. Alors ça, et en plus c'est toujours la dernière question, mais je te jure c'est tout le temps comme ça, même quand tu fais des conférences et tout, et à la fin c'est toujours, mais oui mais alors comment on gagne? Bah oui je sais c'est dur. Eh bien, on remet l'ouvrage sur le métier les gens, voilà, et chaque jour recommencer. Et oui mais il n'y a pas de, j'en sais rien moi, oui on perd, j'ai vu. Tu peux pas finir sur ça. Hein. Non et ce sera Mais on va gagner. Ce sera les fascistes ou nous, de toute façon. Et je pense que ce pays a encore des défenses antifascistes. Il suffit de voir les dernières législatives. Et la gauche gagnera quand... Hein? Non mais si je peux Quand- me permettre, c'est un peu, il y a une partie qui est fausse, hein, parce qu'il dit le problème c'est que la majorité culturelle elle est à droite et qu'on l'a perdue, mais c'est pas vrai. En fait, la plupart je veux dire, les gens se sentent pas forcément de gauche, les gens sont pas forcément fans de Mélenchon, de Marine Tondelier, de Roussel, enfin des figures de gauche quoi. Mais quand on regarde, taxer les plus hautes fortunes, avoir plus de justice sociale, les services publics, c'est quand même des trucs qui dépassent largement les gens qui votent à gauche en fait. Donc on l'a peut-être pas perdu Et plus on avance génération année après année, plus il y a des aspirations, il y a des indices de tolérance sont élevés. Je veux dire, les gamins de maintenant, ça se voit pas, mais ils sont moins racistes que leurs parents. Ça se voit pas parce que on te montre toujours des reportages où on dit c'est jeunes avec Zemmour. Ils sont plus racistes que jamais. Ce soir, ils vont coller des affiches racistes. Et tu fais ah ouais putain les jeunes c'est chaud. Mais non, mais en fait si tu regardes la masse de la population c'est pas vrai. Alors chez les bourgeois, je pense que c'est particulièrement ouais, tu vois les blonds de tout à l'heure là dont je te parlais, moi je pense que eux ils vont voter Zemmour. Mais, j'aimerais bien que tu vois la tête d'un reportage du Nouvel Obs qu'ils avaient fait sur ma campagne en 2022 et j'ai découvert moi-même en vidéo des militants qui collaient mes affiches. C'est exactement le blond que tu décris. Ah ouais. Et moi je me disais mais que fait cette personne à Il y coller en mes avait affiches? 3 en Mais plus. non, mais il y en Ils avaient avait la un même de tête. blond qui était là quand t'étais là sur le canapé. Donc un gars exactement Ouais. le blond que tu décris qui était là pour venir écouter Usul sur la Grand Place à Boulogne et qui est de gauche. Donc Ouais mais juge il pas devait être mal trop. coiffé, les miens ils étaient bien coiffés. Non, il était très bien coiffé, très Ah ouais. beau gosse, typique blond, le blond de Boulogne. D'accord. Il reste 3 minutes. Allez. Ok, c'est le moment où tu dois nous conseiller un livre. Oh non, je t'ai dit que non. Bah du coup, si tu nous conseilles pas le livre, faut nous dire pourquoi il y a plus besoin de lire. Mais il y a besoin de lire. Mais en fait, moi, j'ai pas eu dernièrement de bouquin où je fais paf. Il y a pas de gros classiques où
où vraiment je me dis il faut absolument avoir lu ça. Et les derniers trucs que j'ai lus, c'était pour le boulot, pour moi comprendre des trucs, c'est très spécifique et ça va pas fournir des grandes. J'ai pas eu d'idée magique, quoi. Ok. Tu peux nous dire le dernier livre que t'as lu. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont se dire si ça a permis à Usul de comprendre ce qui se passe en Kanaki. Mais c'était ça, c'était le dernier bouquin que j'ai lu et j'ai même plus le titre. Ah ouais, super. Donc super génial, quoi. Ok, et Usul vous conseille de suivre ses vidéos. Et en plus, j'en avais parlé dans Backseat, j'étais en cours de lecture à ce moment-là. De quoi ? Et donc voilà. Ah oui. Très bien. Pour finir, si les gens veulent te suivre, là tu peux nous dire tous les endroits où on peut te suivre, où t'as envie qu'on te suive, puisque apparemment tu fais du stand-up, mais ça c'est secret défense et on pourra jamais le voir si on veut le voir. Non, c'est interdit. Donc pour te suivre. Arrêtez de me suivre. Ok, arrêtez de le suivre, laissez-le. Remplacez-moi. Je veux me faire remplacer. Je me demande si je vais pas prendre une année sabbatique, tu sais quoi. Ouais, voilà. Travailler sur société, juste le truc dans mon coin. T'as entendu ? Truc de bourgeois. Ouais. Et si j'osais, tu vois, Mais oui, j'ai jamais pas travaillé. C'est un truc de bourgeois, oser. Oui. On se sent légitime partout, on ose tout, c'est à ça qu'on nous reconnaît. J'ai jamais pas travaillé, quoi. J'aimerais bien, enfin en plus c'est pour travailler sur d'autres trucs, donc c'est pas une vraie année sabbatique, mais comme ça je boucle société et zou. Parce que là je suis en résidence d'écriture la semaine prochaine pour société pour que ça sorte à la rentrée, donc ça c'est un projet de documentaire. Bien. Moi aussi j'ai donné, j'ai hâte. Et très bien. Je fais partie de tous ces gens qui sont en mode on a donné, quand est-ce que ça vient ? Non, je rigole. Ça va venir, hein. Mais tu vois bien tout ce que je fais à côté, donc j'aimerais bien peut-être prendre une année de break de... Juste faire ça, c'est-à-dire, enfin, ce serait un break dans le sens où je suis pas sur les réseaux, ou moins sur les réseaux, je suis moins dans l'actu, machin. Et allez-y, bon courage. Donc, vous pouvez pas suivre Usul. Non, arrêtez de me suivre. Vous pouvez l'attendre, comme nous, et on partagera ses prochaines actualités. Voilà. Ah oui, et Rhinocéros, Blast, tout ça. Par contre, vous pouvez suivre Polykist. Polykist. Waouh. Je savais qu'il y avait un problème avec ce nom. Waouh, c'est Polykisty qui est... D'accord. Vous pouvez suivre Polykit et nous donner de l'argent quand on aura une cagnotte. Et voilà, merci de nous avoir suivis parce que je vois que Simon fait des signes genre c'est la fin de l'espace. Est-ce que t'as un mot de la fin que tu veux dire ou t'as tout dit et... J'ai tout dit. Vous pouvez soutenir Blast aussi. Ouais, vous pouvez soutenir Blast. Pour qu'il paye plus Usul. Oh putain. Merci de nous avoir écoutés et puis on va retrouver bientôt 2 prochains invités, donc vous aurez des prochains épisodes à écouter très bientôt après la publication de celui-ci. Bonne soirée, à bientôt.